Dans toute existence humaine sommeille une force silencieuse, une direction intérieure qui précède les choix rationnels et résiste aux pressions extérieures. Cette force n'est ni un caprice, ni un simple goût passager, ni une ambition dictée par l'époque. Elle est plus profonde. Elle se manifeste tôt, souvent dans l'enfance, sous la forme d'une fascination obstinée pour certaines activités, certains objets, certaines idées. Elle attire l'attention avec une intensité qui ne demande aucune récompense extérieure. Elle constitue la matière première de la maîtrise. Le premier chapitre d'Atteindre l'excellence s'ouvre sur cette idée centrale. Chacun possède une vocation latente, une œuvre de vie qui correspond à sa configuration unique, à son génome singulier, à ses inclinations naturelles. La maîtrise ne commence pas par l'acquisition de compétences techniques, elle débute par un retour vers soi, par la redécouverte de cette force cachée. La vie de Léonard de Vinci incarne de manière éclatante cette dynamique. Enfant illégitime, privé des voies traditionnelles d'ascension sociale, il aurait pu se résigner à un destin limité. Pourtant, dans la campagne de Vinci, une curiosité irrésistible l'attirait vers la nature. Il observait les plantes, les oiseaux, les formes de l'eau, la structure des rochers. Il dessinait sans maître, guidé par l'intuition que derrière chaque phénomène visible se dissimulait une loi invisible. Ce détail est essentiel. Léonard ne dessinait pas pour plaire, ni pour répondre à une commande, ni pour gagner de l'argent. Il dessinait pour comprendre. Son regard s'attardait sur les métamorphoses des fleurs, sur la structure des ailes, sur la musculature humaine. Ce qu'il cherchait, c'était la force organisatrice, le principe interne qui transforme une graine en iris, une idée en invention, une observation en découverte. Sa vocation ne fut jamais limitée à la peinture. Elle était plus vaste, comprendre les mécanismes du monde. Cette impulsion l'amena à explorer l'anatomie, l'hydraulique, l'ingénierie militaire, l'architecture. Chaque domaine nourrissait les autres. Ce n'était pas dispersion, mais cohérence profonde. La leçon est claire, la vocation n'est pas un métier, c'est une direction intérieure. Le métier n'en est que la manifestation temporaire. Pourquoi tant d'individus perdent-ils ce contact originel avec leur inclinaison profonde? Le chapitre souligne un processus insidieux. L'enfant agit spontanément selon son intérêt. Il explore ce qui l'attire. Mais avec le temps, les pressions sociales s'intensifient. Attentes parentales, normes scolaires, critères de réussite économique. On apprend à valoriser ce qui est rentable, prestigieux, sécurisé. On s'éloigne de ce qui nous animait réellement. Le résultat n'est pas toujours un échec visible. Parfois, c'est une réussite sociale vide. On peut obtenir un poste respecté, un revenu confortable, et néanmoins ressentir une fatigue diffuse, une perte d'élan, une impression d'aliénation. Cette aliénation ne vient pas d'un manque de talent, mais d'un manque d'alignement. Lorsque l'on agit contre son inclination profonde, l'énergie s'épuise rapidement. L'effort devient lourd. La discipline paraît oppressive. À l'inverse, lorsqu'on travaille dans le sens de sa vocation, la difficulté demeure, mais elle est supportable, elle prend un sens. Un point fondamental du chapitre est l'insistance sur l'unicité biologique. Chaque individu possède un génome unique. Cette singularité se manifeste psychologiquement par des préférences spécifiques, des inclinations particulières. Il ne s'agit pas simplement d'aptitudes visibles ou mesurables par un test de QI. Il s'agit d'un champ d'intérêt qui suscite une curiosité durable. Dans l'enfance, cette inclination apparaît sous forme de jeux répétitifs, d'obsessions constructives, de questions insistantes. Certains enfants démontent des objets pour comprendre leur fonctionnement. D'autres écrivent des histoires, inventent des mondes, organisent des jeux de stratégie, collectionnent des spécimens, expérimentent des sons. La plupart des adultes considèrent ces tendances comme anecdotiques. Or, elles constituent des indices précieux. Elles révèlent l'orientation naturelle de l'esprit. La maîtrise, explique le chapitre, n'est pas le produit d'un talent spectaculaire, mais d'une inclination suffisamment forte pour soutenir des années d'apprentissage intensif. Les biographies des grands maîtres révèlent un schéma commun, une passion initiale, une opportunité décisive, puis un engagement prolongé. Ce processus implique épreuves, doutes, critiques, revers. Sans inclination profonde, la persévérance s'effondre. Le désir joue ici un rôle central. La motivation extrinsèque, argent, reconnaissance, statut ne suffit pas à traverser les longues années d'apprentissage. Seule la fascination intime pour le domaine permet de supporter l'ennui, les répétitions, les échecs. Ce n'est pas l'intelligence abstraite qui distingue les maîtres, mais la qualité affective de leur engagement. L'énergie émotionnelle soutient la concentration. Elle transforme l'effort en exploration. Le chapitre examine ensuite un obstacle culturel spécifique à notre époque, la dévalorisation de la maîtrise. Dans un monde saturé de distractions, dominé par l'immédiateté technologique,
La patience apparaît archaïque. L'effort prolongé semble inutile face aux promesses de raccourcis rapides. On valorise la visibilité plutôt que la profondeur, l'effet immédiat plutôt que la compétence durable. Cette mentalité alimente une passivité subtile. On limite ses ambitions pour éviter l'échec. On adopte un cynisme défensif. À quoi bon? Cette posture protège l'ego, mais atrophie le potentiel. Cependant, la maîtrise exige une relation différente au temps. Elle suppose d'accepter des années d'apprentissage, de considérer le développement comme un processus cumulatif. Refuser cette temporalité, c'est se condamner à la superficialité. Le chapitre rappelle également les découvertes en neurosciences concernant la plasticité cérébrale. Le cerveau n'est pas un organe figé. Il se reconfigure selon les activités répétées. Les synapses se renforcent ou s'affaiblissent selon l'usage. Cette idée renverse le fatalisme génétique. Si l'on choisit la passivité, l'esprit se rétrécit. Si l'on choisit l'engagement, la complexité neuronale augmente. La vocation n'est pas seulement une préférence, elle devient un outil de transformation cérébrale. Travailler dans le sens de son inclination renforce les circuits liés à la concentration, à la créativité, à l'intuition. Ainsi, la découverte de sa vocation n'est pas un luxe romantique, mais une stratégie biologique. Le chapitre suggère plusieurs symptômes indiquant un éloignement de sa voie véritable. Sentiment chronique d'ennui malgré le succès. Dépendance excessive aux loisirs pour compenser le travail. Sensation d'être guidé par les attentes des autres. Manque d'énergie créative. Frustration diffuse, sans cause apparente. Ces signes ne doivent pas être interprétés comme des faiblesses personnelles, mais comme des indicateurs d'un désalignement intérieur. La première étape vers la maîtrise consiste donc à rétablir le contact avec cette force. Cela implique un travail introspectif exigeant. Revisiter l'enfance. Identifier les activités qui suscitaient une absorption totale. Examiner les moments où l'on s'est senti intensément vivant. Distinguer les choix dictés par la peur de se dicter par l'enthousiasme. Il ne s'agit pas de revenir littéralement à l'enfance, mais de comprendre la direction qu'elle indiquait. La vocation ne se manifeste pas toujours immédiatement sous forme de carrière évidente. Souvent, elle nécessite une rencontre, une circonstance, une expérience qui lui donne forme. Dans la vie de Léonard de Vinci, l'apprentissage auprès d'Andrea del Verrocchio fut une étape décisive. Non parce qu'il se contenta d'imiter son maître, mais parce que cet environnement lui permit d'expérimenter. Le hasard joue un rôle, mais il favorise les esprits préparés. Plus on cultive ses intérêts, plus on multiplie les occasions de rencontres significatives. La vocation n'est pas un projet ponctuel, elle est une orientation permanente. Elle peut changer de forme, évoluer, s'élargir, mais elle conserve un noyau cohérent. Pour certains, elle s'exprime par la recherche scientifique. Pour d'autres, par l'art, l'entrepreneuriat, l'enseignement, l'ingénierie, la stratégie. Le domaine importe moins que la profondeur de l'engagement. L'œuvre de toute une vie n'est pas nécessairement grandiose aux yeux du public. Elle est grandiose par son intensité intérieure. Le chapitre invite à un choix clair, accepter la passivité confortable ou embrasser la quête exigeante de la maîtrise. Cette décision n'est pas abstraite, elle s'incarne dans des actions concrètes, comme réorienter sa formation, rechercher un mentor, s'immerger dans un domaine et accepter l'apprentissage long. Ce choix implique de renoncer aux illusions de raccourcis magiques. Découvrir sa vocation ne transforme pas seulement la carrière, cela transforme l'identité. On cesse d'être un individu fragmenté, tiraillé entre attentes externes et désirs internes. On devient cohérent. Cette cohérence génère une énergie nouvelle. Elle alimente la confiance. Elle prépare l'esprit à la phase suivante, l'apprentissage intensif. Le chapitre 1 établit donc le point de départ du processus global décrit dans Atteindre l'excellence. Avant toute technique, avant toute stratégie, il faut identifier la direction intérieure. La maîtrise n'est pas réservée à une élite génétiquement privilégiée. Elle est le résultat d'un alignement entre inclination profonde et force soutenue. L'enfant qui observait les iris dans les champs de Toscane n'était pas destiné par magie à devenir un génie. Il suivait simplement, avec une fidélité obstinée, la force qui l'habitait. La question que pose ce chapitre n'est donc pas « Suis-je assez doué ?» Elle est plutôt « Suis-je prêt à écouter cette force et à lui consacrer ma vie ?» La maîtrise commence au moment précis où l'on répond oui. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!